On est en train de vivre, à certains égards, aussi une époque formidable. Ça paraît bizarre à dire comme ça, mais... et notamment sur les aspects de biodiversité, dans la mesure où, d'une certaine manière quand même, on est en train de reprendre conscience qu'on s'est déconnecté du vivant, qu'on s'est perdu de vue, qu'on a oublié nos racines, et qu'on a oublié, en se mettant dans une position un peu hors sol, qu'on faisait partie du vivant. Alors, tout ça, c'est la faute à tout le monde, hein. C'est la faute à l'école, c'est la faute à notre éducation, c'est la faute à la technologie, on s'est mal enseigné à nous-mêmes la place qu'on occupe dans ce monde, en nous mettant au-dessus d'une espèce de pyramide, en nous croyant au-dessus d'un certain nombre de choses. Et l'idée de la bioinspiration, c'est tout simplement de reprendre conscience que d'abord, nous ne sommes pas seuls au monde, et que deuxièmement, comme ça a été rappelé dans le film, on est une espèce jeune. En fait, on est en barboteuse dans ce monde de la vie. On n'a aucune expérience. On est nul. On a tout à apprendre. La vie, ça a été dit, c'est 3,8 milliards d'années d'existence. Nous, on a 250 000 ans en tant qu'espèce Homo sapiens sapiens, tel qu'on est là aujourd'hui. L'homme sage. C'est ça que ça veut dire, parce qu'on s'est auto-proclamé, auto-baptisé l'homme sage. Alors je suis très content et ravi, d'abord parce que je me retrouve complètement dans ce qui a été dit par Charles et Lydie tout à l'heure, parce que ce film, encore une fois, il est émouvant. Et puis parce que moi aussi, j'ai passé mon bac au lycée La Providence, mais à Amiens. Et alors ici, on est en Maine-et-Loire, mais j'ai vu qu'il y avait le logo de la Vendée qui soutenait Rupture, et moi, je suis un amoureux dingue de l'Île-Dieu. Il n'y a pas de palétuvier, mais c'est un bel espace à protéger aussi. Alors, on y va. Est-ce que vous connaissez un tout petit peu ces histoires de biomimétisme? Comme ça, allez un peu à l'emporte-pièce, un ou deux exemples que vous avez en tête. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Oui, allez, parlez fort. Le velcro. Par exemple, j'en parlerai tout à l'heure. Un autre exemple? Un TGV, lequel? Oui, mais alors, ça, c'est un truc formidable, ça. Le TGV japonais n'est pas un TGV. Ça, c'est quand même... les Français appellent le Shinkansen un TGV. Ça s'appelle le Shinkansen. Voilà. Oui. Non, il n'y avait pas un exemple par là? C'est le scratch, mais sinon, il y a le hier qui est auto-adhérent. Ah, le vivant a des capacités d'adhésion qui sont assez fabuleuses et qui intéressent un certain nombre de personnes. Alors, vous allez voir, effectivement, il y a des exemples un peu iconiques, comme ceux que vous avez cités ici. Je vais rappeler un tout petit peu leur histoire, mais je vais essayer de vous en montrer plein d'autres. Mais juste avant de plonger dans une galerie d'exemples d'innovation bio-inspirée, pardon, c'est dans l'autre sens, je voudrais finalement rappeler pourquoi on est ici. On est là pour se réémerveiller, pour finalement redévelopper de l'admiration, ce regard d'enfant, cette âme d'enfant dont on a parlé tout à l'heure. Et j'aime bien cette idée de s'émerveiller du vivant et de s'en inspirer pour essayer de comprendre voilà, comment ça marche un arbre, comment ça marche les réseaux racinaires d'un arbre, comment il est connecté au mycélium, comment est-ce que tout ça, ça passe par un étage de champignons mycorhiziens, pourquoi est-ce que ça ne marche pas s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas d'interconnexion, pourquoi est-ce que ça, c'est fragile s'il n'y a pas de coopération, s'il n'y a pas de bénéfice mutuel, s'il n'y a pas de diversité. Ce qui est important dans biodiversité, c'est la diversité. C'est la diversité et les interconnexions qui créent la résilience. Vous prenez une même essence, une même espèce dans un biotope, à un moment donné, elle va devenir fragile, elle va fragiliser son écosystème. Et s'il n'y a pas d'interaction, même entre des essences et des espèces différentes, si tout ça est sous cloche, c'est comme nous. Hein. Si on ne se parle pas, si on ne communique pas, si on n'échange pas, on ne va pas produire grand-chose tout seul dans notre coin. Comment ça marche un écosystème comme ça? Comment de l'ADN, ça stocke de l'information? Comment est-ce qu'aujourd'hui on s'inspire de ça pour avoir une approche incroyablement révolutionnaire pour stocker de l'information, comme on stocke de l'information sur de l'ADN? Nous stockons de l'information, nous sommes de l'information. On a l'habitude de dire que nous sommes une espèce qui consommons essentiellement de l'énergie quand le vivant consomme essentiellement de l'information. Vous avez des startups, des labos de recherche, notamment une qui s'appelle Biomemory, qui est capable aujourd'hui de stocker de la donnée sur des brins d'ADN, comme le vivant,
avec des coefficients facteurs millions, et avec la capacité de stocker ça sur des choses inertes, comme ça, de poser l'information stockée ici, de revenir dans 1000 ans, stockée à température ambiante, et d'avoir une information parfaitement préservée. Merci beaucoup. Alors que nous stockons des milliards de gigas de données d'informations sur des serveurs qui consomment eux-mêmes beaucoup d'énergie pour être maintenus à certaines températures et qui doivent être changés dans le monde en moyenne à peu près une fois tous les 4 ans. Biomemory, par exemple, mais encore une fois, c'est un exemple parmi d'autres, serait capable de stocker l'intégralité des données du monde sur l'équivalent d'une tablette de chocolat de brins d'ADN. Et le stockage de données, comme la clim, vous savez que c'est les bombes énergétiques du monde de demain, fait déjà d'aujourd'hui d'ailleurs. Comment est-ce que ça fait un albatros pour voler 10 000 km sans battre des ailes? En économisant de l'énergie. C'est trop lourd, c'est trop fatigant de battre des ailes pour un albatros. Ça, c'est un truc, dans les grands principes du vivant, qu'il ne faut pas répéter aux enfants à l'école, mais le vivant, il cherche toujours la solution de facilité. Je consomme le moins d'énergie possible. C'est fatigant de consommer de l'énergie, c'est fatigant d'en stocker. Je m'approvisionne en circuit court. On n'a jamais vu un castor faire 2000 bandes pour aller chercher son bois. Ça n'a aucun sens. D'accord? L'albatros, il est trop grand, il est trop lourd, alors il va bloquer son aile avec un espèce de tendon à l'épaule pour pouvoir faire une stratégie de vol incroyable, qui s'appelle le vol de gradient, que les pilotes connaissent bien. Il va voler entre 0 et 20 mètres, il va aller chercher de l'air à 20 mètres, qui va le pousser, il va reprendre de la vitesse, et puis il va redescendre au ras de l'eau, où il y a moins d'air, et il va remonter, il va faire ça pendant pendant une journée, il est capable de faire plusieurs ronds comme ça, à plusieurs trajets de 1000 km, il est capable de faire 8, 9, 10 000 km d'une seule traite. Eh bien ça inspire par exemple des gens du côté de la NASA, pour faire des drones d'observation des courants marins et de l'océan, avec quasiment aucun besoin de ravitaillement en vol. Pardon. Comment elle fait cette fourmi Cataglyphis fortis dans le désert pour se repérer alors qu'elle ne communique pas comme ses petites camarades avec des dépôts de phéromones parce que ça ne marche pas sur le désert, sur le sable brûlant? Je vous montrerai ça tout à l'heure. Elle a développé un système de boussole solaire qui lui permet de retrouver la direction dans laquelle elle doit aller. Et elle a un scan abdominal qui lui permet de compter ses pas pour savoir la distance qu'elle doit parcourir pour revenir au bercail. Ça a inspiré des chercheurs du côté de l'Institut des sciences du mouvement à Marseille pour développer un système de géolocalisation, de GPS, mais sans transfert de données satellites et qui consomme très peu d'énergie. Comment il fait cet espadon voilier pour aller à quelle vitesse dans l'eau? 120. 120 km/h. Le bestiau, il va à la vitesse d'un guépard dans un élément qui est 60 fois plus résistant que l'air. Comment il fait? Sa force motrice à lui, c'est l'ondulation. Les poissons n'ont pas d'hélice. C'est la kélos, comme dirait l'autre, pour ceux qui ont des références cinématographiques. La force motrice de l'ondulation. Cette force motrice de l'ondulation, ça a inspiré une jeune start-up qui s'appelle Phoenix pour faire de la motorisation hors bord à ondulation qui consomme moins d'énergie et qui évite l'effet hachoir de l'hélice. Ça a inspiré une autre start-up qui s'appelle CoreWave qui développe une pompe cardiaque avec un système de membrane à ondulation qui a levé 80 millions et qui va être un blockbuster dans le domaine médical demain. Et ça a inspiré ce même phénomène observé dans le vivant, avec cette même curiosité d'esprit. Pourquoi c'est comme ça? Comment ça marche? Ça a inspiré aussi une hydrolienne ondulante qui s'appelle Hill Energy, de The L, comme l'anguille, pour produire de l'énergie électrique à partir d'un simple courant à 1 mètre, 1 mètre 50 de vitesse par seconde. Et comment il fait, lui, pour sortir de son hibernation au bout de 6 ou 7 mois et d'être capable de courir à 100 mètres? Nous, on est alité 15 jours, il n'y a plus personne. Lui, il a une capacité à lutter contre ce qu'on appelle l'atrophie musculaire. Il ne perd presque pas de masse musculaire. Ça, c'est en train d'être étudié du côté du CHU de Strasbourg par une équipe de Fabrice Bertil sur des centaines de prélèvements sanguins. Parce que nous, on perd de la masse musculaire en continu.
Alors que lui, il en perd un peu au début, ensuite il n'en perd plus. Voilà, c'est ça l'esprit de départ du biomimétisme, c'est redévelopper cette curiosité, cette âme d'enfant, se remettre à notre place, se remettre en posture d'élève et pas de maître, totalement illusoire face au vivant, et partir de questions simples, qui sont souvent les meilleures, qui ne sont pas les plus faciles à appréhender, pour se dire, finalement, ce monde, ça a été rappelé tout à l'heure, ce globe terrestre, dans cette immensité spatiale, désertique de vie, évidemment, c'est notre seul vaisseau, c'est notre seule maison, eh bien, on n'est pas seul à l'habiter, et loin de là. Parce qu'encore une fois, 3,8 milliards d'années, nous 250 000, et on est une espèce parmi d'autres. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on parle de biomimétisme? Parce que, et là, je ne vais pas rappeler des constats alarmants ou alarmistes, etc., ce n'est pas le sujet. Mais simplement, le monde change, et on en parle tout le temps. Mais plutôt que de le prendre en photo, l'idée c'est de voir comment on peut prendre des leçons et s'y adapter. En fait, le monde change tout le temps, et c'est normal. La vie, ce n'est que de l'adaptation à un mouvement continu. Rien n'est acquis dans le vivant. On ne défile pas pour préserver des acquis dans le vivant. On ne fait que s'adapter à une nouvelle donne en permanence. Le monde a toujours changé. Le problème pour nous et pour le vivant, c'est qu'aujourd'hui, il change trop vite. Ce que je veux dire sur cette diapo, c'est que c'est un élément factuel que le vivant sait gérer depuis 3,8 milliards d'années, un truc qui bouge. S'adapter à un truc qui bouge, c'est normal. C'est les grands principes de la vie. Deuxièmement, on dit aujourd'hui, oh là là, alerte, on atteint les limites planétaires, nos ressources sont finies, ça a été rappelé tout à l'heure, on n'a qu'une seule planète. Mais ça fait 3,8 milliards d'années que la vie gère des ressources finies. Donc on serait la seule espèce la plus abrutie de tout le monde vivant à ne pas savoir gérer des espèces finies, des ressources finies, pardon. Tout le monde gère des ressources finies depuis la nuit des temps. Simplement, le vivant, il prend sur le vivant, mais il prend de manière raisonnable. C'était la blague de Pierre Rabhi qui disait les lions et les lionnes chassent des gazelles, des antilopes et tout ce que vous voulez. Simplement, on n'a jamais vu un lion un jour avec un stock de 30 gazelles dans un transat en disant « je suis peinard pour 3 mois ». Donc on prend sur le vivant, mais avec une capacité à laisser le vivant à respirer, à se renouveler, à se régénérer. Et puis, la diversité décline, ce n'est pas que le nombre d'individus par espèce, mais c'est aussi notre diversité, y compris notre diversité génétique. Moins on est divers, plus on est exposé à des risques. La diversité du groupe protège le groupe. La diversité, c'est facile. Si vous prenez une allée de platane, c'est très joli, mais si vous avez un champignon qui attaque le platane, toute l'allée va y passer. La diversité, principe de la permaculture, de l'agroforesterie, la diversité protège la communauté. Être divers, c'est une façon de se protéger des risques. Et aujourd'hui, on perd en diversité. On perd y compris en diversité génétique. Nos aliments sont de moins en moins riches parce que de moins en moins divers du point de vue génétique. Et ça aussi, c'est dommage. Et donc, ça a été rappelé tout à l'heure, on ne s'était pas concerté, mais en fait, cette photo, c'est la première photo prise par un homme depuis l'espace. Et ce n'est pas depuis le sol de la Lune, c'est juste avant, c'est pendant la mission Apollo 8. C'est une photo qu'on doit à Bill Enders, qui était le photographe de cette mission Apollo 8. La mission d'Apollo 8, c'était d'aller repérer les zones d'alunissage pour le futur premier pas de l'homme sur la Lune. Et donc là, on est en décembre 1968. Et le 25 décembre, Bill Enders prend cette photo. Au retour d'une rotation, ils viennent de la face cachée de la Lune. Je vous demande juste d'essayer de vous projeter, parce qu'aujourd'hui, il faut débanaliser les choses. Essayez de vous projeter dans la peau de ce Bill Enders, dans cette petite soucoupe spatiale, dans cet espace infini. Ils reviennent d'une rotation derrière la face cachée de la Lune, glaciale et noire. Et quand ils débouchent à la sortie du virage, d'une certaine manière, ils tombent sur ça. Ils tombent sur cette beauté, j'allais dire, dans cette immensité noire et glaciale et vide de tout élément de vie, évidemment. Il attrape l'appareil photo, et je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il est ému, perturbé, il rate la photo. Ils refont un tour, c'était prévu, hein.
C'est pas pour la photo qu'ils refont un tour. Ils refont un tour, et là, il est prêt, il met une pellicule Fujicolor, il prend cette photo, et j'adore la légende, il revient quelques jours après sur Terre, et il apporte cette légende qui est quand même, en tout cas, moi je trouve plus intéressante que le petit pas pour l'homme, etc. Il dit, nous étions partis explorer la Lune, et nous avons découvert la Terre. Et ça a donné lieu probablement à un discours fantastique, retrouvez-le dans les archives. Moi, j'en ai extrait, j'ai trouvé l'archive INA, j'ai retranscrit le discours de Chicago de 1970 de Georges Pompidou. Il est admirable et vertigineux de vision, et il parle justement de cette fragilité de cette maison des hommes. Et donc, on n'a pas le choix, c'est notre seul habitat, mais heureusement, ce qui est intéressant, et c'est toute la promesse, la démarche, la philosophie du biomimétisme, qui est d'abord une philosophie avant d'être une approche techno ou industrielle, même si ça l'est aussi, vous allez voir plein d'exemples. C'est cette idée que la nature a plein de solutions. Alors après, la définition, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi, j'aime bien une approche à 3 niveaux, qui consiste à dire, ben voilà, on va observer, redévelopper de la curiosité, essayer d'apprendre tout un tas de choses du vivant à différentes échelles. Ça peut être la nanostructure d'une surface, d'une aile bleue de papillon morpho composée de 4 strates d'écailles empilées d'une certaine manière qui crée de la diffraction de la lumière blanche pour créer du bleu sans pigment, sans chimie. Super. On peut faire de la photonique, on peut faire de la coloration structurale. Mais ça peut être aussi, qu'est-ce qui fait la résilience d'un biotope? Ça peut être aussi, comment est-ce qu'on développe de l'agroforesterie ou de la permaculture? Ça peut être aussi, comment est-ce qu'on crée des substituts aux pesticides par dispersion de phéromones, etc. Bref, on observe le vivant à différentes échelles. Et ensuite, on essaie de l'appliquer aux activités humaines pour les rendre non seulement moins négatives, mais idéalement à impact positif, régénératrice. Il n'y a pas de fatalité à avoir une activité humaine néfaste. Ça fait 150 ans depuis la révolution industrielle, et probablement, si on remonte un peu plus loin au néolithique, depuis qu'on s'est sédentarisé et qu'on a développé l'agriculture, à partir du moment où on a cherché à s'installer quelque part et à maîtriser des flux. On a commencé, c'est pas une blague, hein, on dit, voilà, notre impact sur l'environnement, ça a démarré au néolithique. Ok. Bon, il s'est un peu accéléré après. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une sorte de fatalité à avoir des activités humaines nécessairement négatives? Moi, je crois fondamentalement qu'on peut avoir des activités humaines positives, à impact positif, régénératrices, y compris les activités économiques, et ça fait un paquet d'années qu'on a démontré la compatibilité entre l'écologie et l'économie, peuvent être contributives. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas aujourd'hui simplement de faire moins de dégâts, mais d'avoir une approche positive. Aller dans un mur à 120 ou à 100, honnêtement, ça ne fait pas une grosse différence. Et donc on essaie de l'appliquer aux activités humaines, et là aussi, ça peut être techno, ça peut être dans des stratégies d'organisation, ça peut être dans la gestion d'un territoire pour des élus, pour essayer de créer ce que j'appelle moi une performance globale. C'est quoi une performance globale? C'est une autre façon de parler de développement durable, à la Brundtland, etc. C'est-à-dire que je crée un bénéfice, une valeur ajoutée, si vous voulez, pour moi en tant qu'individu, citoyen, collaborateur, salarié, ce que vous voulez, pour la structure pour laquelle je bosse, ça peut être une association, une entreprise, des pouvoirs publics, peu importe, et pour la planète. Et pour la planète, là aussi, ça peut être à différents niveaux, ça peut être mon biotope, mon territoire, ma région, le globe dans son ensemble, etc. Comment est-ce qu'on rentre dans une logique gagnant-gagnant avec les autres formes de vie qui nous entourent? De toute façon, on n'a pas le choix, parce que cette idée de croissance anthropocentrée, à bénéfice exclusif pour l'homme, ça n'a aucun sens. C'est une voie sans issue. Évidemment, ça nous pète à la gueule aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on redécouvre, avec une certaine anxiété, mais aussi avec tout un tas d'approches enthousiasmantes, que notre seul avenir est en communauté de destin. Nous, en tant qu'espèce humaine, solidairement, qu'on soit coréen du Nord, russe, américain ou chinois ou français, on est une espèce en communauté de destin. Et en communauté de destin, nous, en tant qu'espèce humaine, avec le reste des autres formes de vie sur Terre. Parce qu'évidemment, on ne peut pas se passer des autres formes de vie sur Terre, mais l'inverse n'est pas vrai. La vie se portera très bien sans nous. Hein. Et quand on parle de 3,8 milliards d'années, on reprend conscience aussi de quelque chose, quand je parlais d'évolution continue,
qui nous paraît un peu bizarre à dire, mais depuis très longtemps, on parle de l'espérance de vie des hommes et des femmes. Ça, c'est 70, 75 ans, 80 ans, etc. Mais depuis quelque temps, on reprend conscience de notre espérance de vie en tant qu'espèce. Ce n'est pas du tout un propos alarmiste, c'est simplement qu'aucune espèce n'est immortelle. J'avais discuté une fois avec un paléontologue du Muséum national d'histoire naturelle, Romain Garouste, qui m'avait dit ce qui vit aujourd'hui, ce qui frétille, ce qui palpite, ce qui respire, ce qui bouge, c'est à peu près 1% de ce qui a vécu. Nous, on est une espèce biologique. Rien n'est immortel. On parle de 3,8 milliards d'années. Alors ça a commencé avec des cyanobactéries, il y en a encore quelques-unes. Mais les grosses bêtes qu'on connaît, qu'on voit autour de nous, les requins, les ours, etc., tout ça, ça a 100 millions, 150 millions, 200 millions d'années. Les arbres qui sont autour de nous, ils ont 400, 450 millions d'années. De toute façon, c'est pas compliqué. Il y a 500 millions d'années, tout est sorti de l'eau. Mais sur les 3,8, pendant à peu près 3,5, tout était dans l'eau. Ce n'était que de l'eau, le globe. Aujourd'hui, on parle de 72%, 73% de la surface terrestre. C'était 100%. On est sorti de l'eau au Cambrien. Donc rien n'existe depuis 3,8 milliards d'années, et rien n'existe pour encore 4 milliards d'années. Donc nous, on est une espèce biologique, et notre défi aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va vivre le mieux possible et le plus longtemps possible. On a 250 000 ans, et on est déjà en péril. Toutes les formes de vie, les vers de terre qui sont dans la terre qui est dehors, les vers de terre sont plus intelligents que nous, ils sont là depuis plus longtemps. Nous, on a 250 000 ans, on n'est pas foutu d'être capable de savoir si on va vivre encore 1000 ans ou 10 000 ans. Donc, essayons de travailler en performance globale et essayons de voir comment on peut envisager notre avenir en communauté de destin. La nature, c'est notre plus puissante alliée. Et c'est notre meilleur modèle de performance. Et vous allez voir comment. Donc, à partir de là, on a en face de nous une super boîte de 3,8 milliards d'années de R&D, d'optimisation continue. Nous, on a des belles boîtes en France. Je crois que Saint-Gobain, c'est 350 ans. 350 ans, c'est de la rigolade. Toutes les boîtes qui sont autour de nous ont des dizaines ou des centaines de millions d'années. Imaginez une boîte qui a ne serait-ce que 1 million d'années d'existence. Elle devrait être pas mal. On n'a que des boîtes à au moins 1 million d'années d'optimisation autour de nous. Et donc c'est plutôt des bons ingénieurs, c'est plutôt des bons logisticiens, c'est plutôt des bons producteurs d'énergie. Donc ça c'est la petite blague, je ne vous fais pas le sketch, mais généralement j'aime bien traverser les salles en disant voilà, nous on est arrivé le 31 décembre à 23h35. On est là depuis 20 minutes dans la classe de la vie. Donc plutôt que d'être l'espèce prétentieuse qui arrive au fond de la classe en expliquant à tout le monde le début du cours, on se tait. Et on écoute les petits camarades parce que c'est que des cracks de la résilience. Alors évidemment, si vous ramenez ça, je vous présente le colonel Drake. Merci colonel. Donc c'était il y a 160 ans, 1859, la première fois qu'une goutte de pétrole jaillit du sol. Donc c'est rien. Sur l'année entière, c'est 1,3 secondes. Et alors le deuxième point de repère que nous propose avant tout le biomimétisme, c'est qu'on est, donc au milieu, on est à moins 3,8, et puis ça se développe avec des petites choses de rien du tout, et puis petit à petit, ça se diversifie, et nous, il faut zoomer tout au bout à droite, là-bas, pour nous retrouver. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas seul au monde, et c'est une bonne nouvelle. D'abord parce qu'on a besoin de tout ça, et parce qu'encore une fois, tout ça, c'est que des super cracks. Et donc, vous pouvez regarder le monde différemment. Vous pouvez le regarder comme on l'a vu tout à l'heure, à travers le globe, mais vous pouvez regarder aussi à droite, c'est une collection de diatomées. D'abord, c'est magnifique. C'est des petits micro-organismes marins qui existent depuis 200 à 300 millions d'années, qui sont accessoirement responsables d'à peu près une respiration sur 4. Ça produit à peu près un quart de l'oxygène présent sur Terre. Ça séquestre à peu près un quart du dioxyde de carbone que nous émettons. Vous savez que l'oxygène provient plus de l'océan que des forêts. Ça ne veut pas dire que les forêts, ce n'est pas important. Tout est important, il n'y a aucune hiérarchie dans le vivant. Mais des algues, ça séquestre et ça produit plus d'oxygène qu'un arbre. C'est aussi pour ça qu'il faut protéger les océans. Ce qui est diablement compliqué, c'est comment protéger un truc que vous ne voyez même pas. Et ces diatomées, elles ont un prodige, c'est-à-dire elles sont capables de produire du verre à température ambiante à partir de la silice qui est dissoute dans l'eau. Là où nous, on a besoin de hauts fourneaux à 1500 degrés. Même à hydrogène, hein. Ça produit beaucoup d'énergie. Ça consomme beaucoup d'énergie.
Et en plus, ces petites micro-perforations, ça lui permet à cette diatomée de créer un filtre anti-UV. C'est-à-dire que si vous répliquez l'alignement de ces micro-perforations, mécaniquement, hein, vous avez un filtre anti-UV. Il y a plein de filtres anti-UV dans le vivant. Et accessoirement, c'est ce que je vous disais, voilà. Nos vies dépendent un peu de ces diatomées. Ils dépendent un peu de tout, mais notamment de ces diatomées. Et donc le biomimétisme, c'est une forme de boîte à outils. Alors vous pouvez le voir à ce niveau du cahier des charges. C'est ça qui est intéressant et plutôt rassurant, c'est qu'on n'a même pas à inventer le développement durable. On peut le conceptualiser, on peut l'appeler comme on veut, résilience, transition, développement durable. Ce sont dès qu'un truc a plus de 10 ans, on dit que c'est has-been. Mais peu importe, c'est toujours la même idée. C'est vivre bien le plus longtemps possible, en harmonie. Et alors vous pouvez, avant de rentrer dans des détails techniques et techno souvent, vous pouvez poser ce cahier des charges dans vos entreprises, dans vos organisations diverses et variées. D'une certaine manière, ce qui est intéressant, c'est d'inviter finalement la nature comme un collaborateur supplémentaire autour de la table. La prochaine fois que vous faites une réunion, vous laissez une chaise vide et vous imaginez qu'elle est occupée par le collègue nature. Et vous vous demandez deux choses. Comment est-ce que la nature ferait pour résoudre notre problème, sachant qu'elle appliquerait ce cahier des charges? Non, 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 là on consomme trop d'énergie. Non, 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 là les ressources elles viennent de trop loin. Non, 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 là on ne va pas produire des déchets. Moi je ne produis pas de déchets. Je recycle tout. Ah non, non, mais moi je ne suis pas en compétition, moi je suis en collaboration, c'est beaucoup plus productif, etc. Donc comment est-ce que la nature que vous invitez autour de la table ferait pour résoudre votre problème? Alors ça peut être des stratégies d'adhésion, ça peut être des approches collaboratives, peu importe. Après, il y a des méthodes pour aller fouiller dans le vivant, hein, des modèles qui peuvent répondre à vos enjeux. Mais premièrement, vous l'invitez à réfléchir et vous posez la question, comment est-ce que la nature aurait fait pour résoudre mon problème de réduction de consommation d'énergie, de réduction de consommation de quantité de matière. Vous avez des architectes qui s'inspirent des structures osseuses pour créer des piliers porteurs qui sont allégés à 30 ou 40% de béton. Vous avez une tour qui s'appelle la tour D2 à la Défense, qui a été faite par un cabinet d'architecture qui s'appelle Béchu et Associés, inspiré des structures osseuses, c'est 40% de béton en moins, avec un exosquelette porteur, espèce de losange. Voilà, vous pouvez vous poser ce genre de questions. Et la deuxième interrogation que vous pouvez avoir, c'est est-ce que la nature achèterait le produit qu'on est en train de produire? Ou le service, ou ce que vous voulez. Si la nature n'est pas votre client, c'est que c'est probablement optimisable. Et donc, avant de se dire, mais on n'a pas les équipes R&D, on n'a pas les ingénieurs, les biologistes, etc., c'est pas, le biomimétisme n'est pas le monopole d'une communauté scientifique ou de boîtes d'une certaine taille, etc. On peut raisonner, je vous parlerai de ce que j'appelle moi le biomimoué à la fin, on peut raisonner, essayer de raisonner comme le vivant. Et c'est souvent assez enthousiasmant, parce que d'abord on trouve plein de modèles incroyables. Déjà, rien que ça fait du bien. Même si on n'est pas capable de l'appliquer, honnêtement. Il faut prendre tout ça, et à un moment donné, on va pouvoir peut-être recomposer, faire un peu différemment. Je vais vous montrer des exemples où on ne copie pas le vivant, on mime son mode de fonctionnement. On ne fera jamais aussi bien, mais on peut s'en rapprocher. Par exemple, vous pouvez être sur des allégories. Par exemple, le vivant produit de l'énergie partout et en très petite quantité. Nous, on a 58 réacteurs nucléaires, ce n'est pas une question de pour ou contre le nucléaire, mais on a plutôt des grosses unités de production d'énergie avec un gros maillage à la RTE pour distribuer le tout. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne le vivant. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer de tout l'un à tout l'autre, mais simplement ça interpelle, ça interroge. Vous prenez un platane d'une bonne taille, c'est à peu près 600 000 feuilles. Je me défie de me dire le contraire, parce qu'il y a un seul couillon qui a essayé de les compter, il vous parle. Mais admettons 600 000 feuilles. Ben, c'est 600 000 unités de production d'énergie. C'est 600 000 petites unités de production d'énergie. Le platane, n'importe quel arbre, il n'a pas une énorme feuille en haut de sa canopée qui est sa centrale. Le massif forestier, il n'a pas un énorme arbre vachement balèze au milieu qui dit « Attends, moi je produis la photosynthèse pour tout le monde ». C'est pas comme ça que ça marche. Donc l'énergie, elle est atomisée, plein de petites unités, et plein de petites unités locales. Vous avez des expérimentations hein, du côté d'Aix-en-Provence, vous avez une expérimentation sur un quartier dont l'objectif est d'être à 50% d'autonomie énergétique à partir de panneaux photovoltaïques sur les maisons individuelles et sur l'école.
Elle s'appelle Energy Sun. En tout cas, l'énergie dans le vivant, elle est produite par plein de petites unités, elle est locale. Ensuite, elle est partagée. Parce que l'arbre va produire des glucoses à partir de la photosynthèse, mais il a besoin de nutriments, il a besoin d'eau. Et ça, c'est le mycélium qui va lui apporter ça. Mais le mycélium, il est sous terre, le pauvre, il est à la cave. Il n'a pas accès à la lumière, mais ça l'intéresse, le glucose. Et donc, avec les champignons mycorhiziens, ils vont faire des deals. Les champignons mycorhiziens sont des ponts. Et le New York Stock Exchange, il a été inventé là. Hein. C'est-à-dire qu'on fait de l'échange. Donne-moi un peu de glucose, puis je te donne un peu d'eau et de nutriments. Et on va bien s'entendre. Mais si vous enlevez l'étage des champignons mycorhiziens, il ne se passe plus rien. C'est ce qui se passe dans nos champs. C'est pour ça que les plantes ont de plus en plus de mal à se développer. Parce que d'abord, les sols sont appauvris. Il y a moins de vie bactérienne. Et en plus, il y a moins de connecteurs. Ce que je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir des trucs, mais s'il n'y a pas de connecteurs, il ne se passe rien. C'est pour ça que vous avez une start-up qui s'appelle Mycophyto, qui est installée à Grasse, dirigée par quelqu'un qui s'appelle Justine Lipuma, qui redéveloppe des souches de champignons mycorhiziens pour redévelopper des biostimulants naturels pour la croissance des plantes. Déjà, il faut réalimenter la vie microbienne du sol. CF Marc-André Solos, un bijou merveilleux à écouter. Mais vous avez de la vie microbienne, très bien, mais encore une fois, il faut des connecteurs. Donc, je produis plein d'énergie partout, plein de petites unités, je la partage. Évidemment, tout ça, c'est saisonnier, c'est circulaire. Ça devient des nutriments, ces usines électriques, entre guillemets, elles viennent alimenter le sol. On n'a pas vu encore heureux, des camions municipaux ramasser les feuilles mortes en forêt. Et en plus, ce qui est intéressant du point de vue du management, intéressant ou interpellant, c'est que chaque rendement de chaque feuille est franchement vraiment pas terrible. N'importe quel manager aurait viré toutes les feuilles. Deuxièmement, souvent le vivant, il est dit multifonctionnel. Voilà le morpho dont je parlais un peu tout à l'heure. C'est une belle bête, c'est un papillon qui vit en Amazonie, qui fait à peu près la taille de ma main, qui est splendide. Ce bleu un peu iridescent. Eh bien, vous avez sur cette surface un empilement de 4 strates d'écailles qui ont l'air un peu désordonnées. Je dis aux enfants de ranger leur chambre, c'est souvent désordonné le vivant, et notamment sur les nanostructures de surface chez les insectes. C'est souvent des poils avec des longueurs différentes, des orientations différentes, etc. Là, vous avez 4 strates d'écailles qui sont empilées d'une certaine manière, qui vont créer une diffraction de la lumière blanche. Vous savez, ce fameux petit prisme-là, on fait des expériences comme ça à l'école. Ça va créer du reflet bleu. Alors, il fait ça pour 2 raisons, draguer les femelles. Là-dessus, on n'a rien inventé. Et puis, dire aux autres mâles qu'il est sur son territoire. Il brame pas, mais il envoie du bleu. Ça, c'est le premier truc. Donc, on en fait de la coloration structurale. Il y a des gens qui travaillent là-dessus en photonique, Laurent Billon à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, par exemple, ou Serge Berthier à l'Institut des nanosciences de Paris. Ça intéresse des gens comme L'Oréal pour faire de la coloration sans pigments, sans chimie. Mais ce n'est pas tout ça. Cette même organisation de surface, elle est aussi antibactérienne, parce qu'ils ne supportent pas d'avoir des passagers clandestins. Elle est aussi hyper hydrophobe. Alors il y a plein de surfaces hyper hydrophobes dans le vivant. Vous avez l'effet lotus qu'on connaît tous, mais il n'y a pas que l'effet lotus. Il y a aussi ça. Et puis on est en train de découvrir que cette organisation de la surface, c'est toujours la même organisation mécanique. Ça crée de l'autorégulation thermique, c'est-à-dire qu'à 45 degrés, ce papillon va renvoyer de la chaleur. Et là, on atteint un point intéressant, c'est-à-dire que quand vous avez l'entomologiste qui, un soir à dîner chez vous, vous raconte l'histoire de ce papillon morpho, là où il vit, comment il se reproduit, quelle taille il fait, etc., bon, c'est sympa, vous passez un bon moment. Mais à partir du moment où ce biologiste, ou cet entomologiste, commence à vous parler de cet animal avec des descriptions fonctionnelles, et c'est la grande nouveauté, une description fonctionnelle du vivant, c'est-à-dire quel bénéfice fonctionnel je tire de telle ou telle organisation ou de structure, de matière, etc. À partir de ce moment-là, le biologiste, il parle à l'ingénieur. À partir de ce moment-là, l'ingénieur qui est autour de la table, quand le biologiste lui dit, ben voilà, tu vois, cette organisation de la surface, c'est de la coloration structurale, c'est antibactérien, c'est hyper hydrophobe et ça crée de l'autorégulation thermique. À ce moment-là, l'ingénieur dit, attends, qu'est-ce que tu as dit? Ça m'intéressait de savoir ce qu'il bouffait, comment il vivait, etc. Okay. Mais à ce moment-là,
cette approche du biomimétisme, cette description fonctionnelle, elle crée aussi une passerelle culturelle et sémantique. Et aujourd'hui, on crève de vivre dans des silos. La créativité, demain, elle sera hybride, elle sera une recomposition, elle sera une capacité à assembler les talents, à changer les regards. Si vous êtes dans une boîte d'ingénierie, recrutez un biologiste. Vous ne savez même pas à quoi ça vous servira, mais vous verrez bien. Il apportera des idées nouvelles, bizarres probablement dans un premier temps, mais il ne regardera pas le problème de la même manière. Vous pouvez avoir 10 X-Men au bord d'une boîte, ça sera 10 esprits brillants, mais ils auront toujours des idées d'X-Men. Et ce n'est pas une critique, on est tous hyper formatés. On a beau dire, oh non, moi je suis hyper open-minded, pas du tout. On est tous hyper formatés, on a tous des réflexes de pensée. Gaston Bachelard, j'invente rien. Donc il faut se confronter aux capacités, aux talents, au regard des autres. Le biomimétisme, c'est s'inspirer du vivant, mais ça ne marche pas si vous ne vous inspirez pas aussi des autres. C'est pour ça que c'est souvent des équipes très pluridisciplinaires. Des architectes, des biologistes, des écologues, des chimistes, des physiciens qui travaillent ensemble. Et puis, je le disais tout à l'heure, ce qui crée la résilience d'un biotope, c'est la diversité et les interactions. Mais c'est pareil pour un écosystème socio-économique. C'est pareil pour une association professionnelle, pour un territoire. Si vous avez une activité très monolithique, c'est chouette dans un premier temps, ça c'est le fantasme de tous les élus. C'est-à-dire on veut être la Silicon Valley de tel ou tel truc, c'est-à-dire on veut faire venir toutes les boîtes qui font la même chose sur le territoire. Ok, c'est super. Puis un jour, il y a un retournement de conjoncture économique pour je ne sais quelle raison. Voilà, on passe du vinyle au digital. Et là, pouf, il y a tout le territoire qui prend une grosse tsunami économique. C'est pas comme ça que ça marche dans le vivant. On a plein de diversité, et encore une fois, c'est la diversité de ces acteurs-là. C'est pareil dans des organisations socio-économiques. Et si vous appliquez ça à un territoire, ben l'objectif, c'est que l'industriel de l'avenue Foch, il fasse bosser l'imprimeur de la rue de la République. Et c'est ça qui va créer de la résilience, de la robustesse, d'une certaine manière. La résilience, physiquement, c'est la capacité à résister à des chocs. Et donc, ça nous interroge aussi sur, finalement, notre rapport au vivant. C'est un petit exercice de style que j'ai pondu il y a quelque temps pour... franchement, c'est juste une tentative, il peut y en avoir d'autres, mais pour se dire, finalement, dans les temps très anciens, la nature était divine. Elle l'est encore. Enfin, tout ça, c'est très géologique, ça s'empile, hein, comme des strates. Mais on implorait les bonnes grâces des dieux. C'était très... on n'était pas dans du... Il y avait des dieux pour tout, d'une certaine manière. Bon. Et souvent, chez les Aztèques, par exemple, ou d'autres, on sacrifiait l'humain à la nature, ou aux dieux de la nature. Je ne dis pas qu'il faut revenir à ça, hein, mais évidemment, vous aurez compris qu'entre-temps, on a plutôt sacrifié la nature à l'homme. Et après, c'est le néolithique, on va dire, on va arrondir à 10 000 ans. On est passé de peuples chasseurs-cueilleurs, nomades. On suivait les saisons, d'une certaine manière. On mangeait pas de cerises en hiver. À un peuple qui s'est sédentarisé, qui s'est installé quelque part, qui a développé de l'agriculture. Ce n'est pas un débat sur l'agriculture, c'est simplement qu'à partir du moment où vous vous sédentarisez, vous essayez à maîtriser des flux, à irriguer des zones, à essayer de faire pousser des trucs plus vite, etc. etc. Ensuite, il y a notre ami colonel Drake, 1859, c'est le début des emmerdes, véritablement. Parce que là, la nature devient un enjeu, devient un stock, devient de la valeur, devient un objet de conflit. Et on en est encore là. Après, dans les années 70, on redécouvre à travers... Thomas Pesquet a pris la suite, mais à travers ses premières photos des années 68, 69, 70, cet univers fini. Alors, c'est aussi le début des aires marines protégées, c'est le début des grands parcs nationaux américains. Et puis, il y a une nouvelle étape proposée par le biomimétisme qui consiste à dire mais la nature est un modèle, il faut s'en inspirer et pas chercher à l'exploiter à tout prix. Et c'est en s'en inspirant qu'on pourra construire probablement un avenir un peu plus durable. Et donc tout ça, c'est en plein développement, c'est en plein essor, je vais avancer là-dessus. Ça intéresse de plus en plus des groupes industriels, des startups, des écoles. Dans un premier temps plutôt scientifique et technique, mais les sciences humaines et sociales s'y intéressent aussi de plus en plus. C'est pour ça que j'ai créé l'événement Biomexpo pour rassembler un peu toute cette communauté. Ça, c'est la prochaine étape, mais j'en parlerai plus tard. Et il y a de plus en plus de startups, y compris sur le volet économique, et notamment en France. C'est un truc quand même, c'est que
On a une excellence académique en France, c'est consternant de voir à quel point on ne parle jamais de la recherche en France. Mais on a une excellence académique exceptionnelle en France. Il y a un truc aussi que je voulais rappeler à propos des mangroves et du Sri Lanka. La France a un patrimoine de biodiversité exceptionnel. Est-ce que vous savez qu'on est le 2e plus grand pays du monde? Quand vous comptez les zones exclusives, économiques exclusives, c'est-à-dire qu'il y a des eaux territoriales autour de chaque caillou. La France, c'est 11 et quelques millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas 550 000 kilomètres carrés de l'Hexagone, c'est plus de 11 millions de kilomètres carrés. On est la 2e plus grande puissance, enfin, territoire maritime et terrestre, c'est au total, au monde, juste derrière les États-Unis. Bon, il y a toujours la Russie à 17 millions rien que sur Terre. Mais... Et deuxièmement, on est, et là c'est une forme de responsabilité, on a à peu près 10% de la biodiversité mondiale, terrestre et marine. Et puis un truc rigolo, c'est qu'on dit souvent le Japon, le pays du soleil levant. Mais nous, la France, on est le seul pays au monde où le soleil ne se couche jamais. Partez de la Polynésie, vous faites le tour du monde. Voilà, j'y ai pensé tout à l'heure pendant le film. Bref, ça c'est un petit panel de start-up françaises qui ont levé plus de 600 millions d'euros de levée de fonds en quelques années, parce que la bioinspiration, depuis quelques années, on passe de la recherche académique à l'applicatif. Alors je vais vous montrer quelques exemples rapides. Alors d'abord, je commence avec 2-3 exemples un peu iconiques, pardon, c'est un peu bateau, ou un peu avion d'ailleurs, mais pour fixer des points de repère. On est une espèce prétentieuse, mais en matière de vol et d'aéronautique quand même, on a vite compris qu'on n'était pas aussi fort que les oiseaux. Et là, vous voyez un magnifique rapace avec ce qu'on appelle les rémiges primaires, ces grandes plumes à l'extrémité des ailes qui sont relevées. Il n'y a pas que les grands rapaces, il y a beaucoup d'oiseaux comme ça. Et ça a interpellé le monde de l'aéronautique. Alors ni Airbus ni Boeing, hein, parce que ça date du début des années 70, et en fait du côté de la NASA, un monsieur qui s'appelait Richard Whitcomb, que je vous présente ici, qui avait des problèmes de turbulence sur l'aile plate de l'avion, parce que l'aile plate qui vole, il y a une espèce de vortex qui s'enroule autour de l'aile, et qui l'a fait vibrer, et ça l'embêtait. Et il se trouve qu'il était aussi ornithologue, passionné de grands rapaces notamment. Et il s'est posé la question de départ, mais finalement, pourquoi est-ce qu'au bout de 100 ou 150 millions d'années d'optimisation continue et d'essais-erreurs, on en arrive à ce résultat-là? Et petit à petit, il a mimé ce qu'il avait observé, il a relevé les ailes des avions, qui s'appellent les winglets maintenant, et sur un A320, ça vous permet d'économiser entre 3 et 4% de carburant. Alors c'est une optimisation d'abord qui n'est pas si marginale que ça. Ça ne change pas l'impact du trafic aérien sur les émissions de carbone, mais dans les années 70, la question que Whitcomb a posée aux vivants, c'est pourquoi est-ce que les ailes sont relevées et qu'est-ce que je peux en faire? Et en l'appliquant, il a trouvé ce bénéfice qui fait que c'est appliqué de manière assez banale aujourd'hui. Vous avez un autre exemple en cours chez Airbus aujourd'hui, qui cherche à faire voler des avions, des vols commerciaux à la façon des oies sauvages, parce qu'on a remarqué que la dernière oie battait 2 fois moins des ailes. Et donc ils ont développé un concept qui s'appelle Fellow Fly. Alors, c'est pas la stratégie du vol de l'Albatros avec les montagnes russes, parce que je pense qu'on ne serait pas tout à fait d'accord. Mais regardez, entre 5 et 10% d'économie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une industrie mature. On ne change pas... Voilà l'Albatros. Je pense qu'on serait un peu malade si on faisait pareil. Mais on ne change pas la technologie à proprement parler, on change juste la stratégie de vol. Et vous savez bien que sur une industrie mature, arriver à un gain de 5 à 10%, c'est colossal. On n'est pas sur de l'optimisation asymptotique et marginale.
Encore une fois, ça n'enlève rien à l'impact négatif du trafic aérien, mais c'est intéressant. Alors chez Airbus, il y a un département en innovation biomimétisme sur notamment la performance en vol qui est assez développé. Il y a pas mal de projets en cours. Ça, c'est un autre exemple en matière de capacité de vol absolument prodigieuse. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques semaines, il y a eu une émission Le Monde de Jamie qui est passée sur France 3, magnifique. On avait commencé à discuter avec l'équipe de prod il y a 18 mois et l'émission est enfin sortie. Et à un moment donné, ils font voler différents rapaces. Il y a une buse, il y a je ne sais plus quoi, et puis il y a notamment une chouette, au-dessus d'une série de micros. Et la chouette, elle est la championne du monde du vol furtif. Pour une raison assez simple, c'est qu'elle capture ses proies en vol. Ce qui fait que si elle arrivait comme un B-52 à 4 moteurs, évidemment, ça ne marcherait pas. Et ça a intéressé des gens du côté des énergies des éoliennes, parce que à Cambridge, on a essayé de comprendre le secret du vol furtif de la chouette. Et il se trouve que sur le bord de fuite de l'aile, donc la partie arrière, ce qui crée du bruit, c'est le frottement. Et elle a un revêtement un peu poilu, on pourrait dire, un peu dufteux. Ce qui fait qu'il y a toujours un écoulement d'air, il y a toujours du frottement, mais il y a plein de petits frottements qui ne sont pas en séquence. Donc il y a plein de petits bruits et qui ne s'amplifient pas. Eh bien, du côté d'Enercon et de Siemens, par exemple, ils ont mimé ce système-là, et de façon assez grossière. C'est-à-dire qu'on n'a jamais besoin d'essayer de copier le vivant, on ne fera jamais aussi bien. Mais ils ont rajouté une espèce de peigne sur le bord de fuite de la pale d'éolienne, et ça a permis de réduire de quelques décibels le bruit de la pale d'éolienne et d'aller plutôt dans les aigus que dans les graves. Et les aigus se propagent moins que les graves, comme vous savez. Quand vous avez des voisins qui font la fête, qu'est-ce que vous entendez? Les graves. Ça, c'est un autre exemple un peu iconique de ce fameux TGV japonais. Le Shinkansen. En fait, il se trouve que le Shinkansen, contrairement peut-être à ce qu'on croit, il n'est pas né avec ce nez. Il est né avec une tête de train ordinaire dans les années 60. Et pendant 30 ans, ils avaient des problèmes d'à-coups aux entrées et sorties de tunnels, parce qu'on est sur un tracé ferroviaire au Japon entre la mer et la montagne, et il y a plein de changements de taux d'humidité dans l'air. Ce qui fait que ça crée des bouchons aux entrées de tunnels, ça freine le train, il faut réaccélérer pour reprendre de la vitesse, c'est désagréable pour les voyageurs, etc. Et pendant 30 ans, ils n'arrivaient pas à résoudre le problème. Et il se trouve qu'un jour, il y a un ingénieur Nakatsu qui est arrivé, qui était passionné d'oiseaux, et notamment du martin-pêcheur. Et il s'est dit, mais le martin-pêcheur, il a résolu notre problème. Il passe d'une pression à une autre, avec un peu de déflagration après, mais quand il rentre dans l'eau, son objectif, c'est de garder de la vitesse et de ne pas faire de bruit. Parce qu'il doit pêcher. Donc s'il arrivait en faisant une bombe, ça ne marcherait pas. Et donc Nakatsu s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr probablement en japonais dans le texte, il a résolu notre problème, et petit à petit, ils ont redesigné le nez du Shinkansen, ce qui fait qu'aujourd'hui, grâce à cette innovation, ils ont gagné 70 km/h, 15% d'énergie, et il n'y a plus aucun bruit aux entrées et sorties de tunnels. En matière d'information, j'en parlais tout à l'heure, d'abord, nous, on consomme beaucoup d'informations, on stocke beaucoup de data, ça consomme beaucoup d'énergie, etc. Et pourtant, le vivant est aussi un champion du partage d'informations, et notamment nous. Et notamment nos yeux, qui sont des caméras, mais pas tout à fait des caméras comme celles que vous avez dans votre poche. Et là, vous avez une start-up qui s'appelle Prophecy, qui a développé un capteur inspiré de la rétine humaine, qui ne va faire que, finalement, enregistrer les mouvements. C'est-à-dire que s'il ne se passe rien, si tout le monde se fige ici, je vais enregistrer une image. Et si Lydie se met à s'agiter, vous n'avez pas répété en plus, même si Lydie n'était pas au centre de mon champ de vision, évidemment je la vois, évidemment je tourne la tête. Notre œil est un détecteur de mouvement, et pas une caméra en flux continu. Pour la même raison que l'albatros tout à l'heure, c'est trop fatigant de consommer de l'énergie pour rien. Et donc Prophecy, ils ont développé un capteur qui fonctionne à la façon d'une rétine humaine, qui ne va faire qu'enrichir la data lorsque c'est nécessaire. Donc ça va consommer beaucoup moins d'énergie, ça va transférer beaucoup moins de flux de data, et ça va beaucoup mieux voir les objets, les mouvements. C'est pour ça que ça intéresse notamment l'industrie automobile pour les véhicules autonomes,
Parce que quand vous êtes dans un paysage urbain, tout est relativement inerte, sauf le piéton qui déboule. C'est le même principe, mais ça intéresse aussi Queensland University en Australie, les a sollicités pour repérer des débris spatiaux dans l'espace, parce qu'il y a un truc qui passe là où il ne devrait pas passer. Ça, c'est le stockage de données sur ADN dont je vous parlais tout à l'heure. Biomemory, regardez, Biomemory ou d'autres. Mais c'est une révolution qui est lancée et qui est assez prodigieuse. Alors pour l'instant, vous n'allez pas utiliser ça comme un disque dur, à le consulter 20 fois par jour, mais plus de 50% de la donnée stockée dans le monde n'est jamais consultée. Ça, c'est la petite Cataglyphis fortis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vous montre juste ce qui a intrigué les chercheurs à l'Institut des sciences du mouvement à Marseille. C'est que cette petite fourmi, elle sort en plein désert, en plein cagnard, et elle explore son territoire de manière un peu aléatoire pour chercher des insectes toastés au soleil. Et quand elle revient en ligne droite. Alors que, contrairement à ses petites camarades, elle ne communique pas par des dépôts de phéromones. Vous savez que les fourmis communiquent entre elles en déposant des phéromones. C'est-à-dire que, voilà, je suis une fourmi, je trouve une source de nourriture, eh bien, je reviens en bercail et régulièrement, je dépose des phéromones qui sont des substances chimiques volatiles odorantes. On communique beaucoup par l'odeur dans le vivant. Et quand une autre fourmi trouve le même chemin et trouve la même source de nourriture, rebelote, je fais pareil. Et moi aussi, je redépose des phéromones. Ce qui fait qu'au départ, le petit sentier devient un chemin, puis une route départementale, nationale, une autoroute, etc. Puis en plus, à la fin, quand il n'y a plus de nourriture, la route s'évapore. Ça, c'est pas mal, ça. Bon, là, elle ne peut pas faire ça. Mais pourtant, elle revient en ligne droite. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler la blague que les chercheurs font à chaque fois, c'est qu'ils disent, nous, c'est plutôt l'inverse. Quand on va au bar... Bref. Et donc, ça les a intrigués, et ils se sont rendus compte, je fais court, que pour retrouver la bonne direction, elle utilise une boussole solaire, c'est-à-dire qu'elle se repère à ce qu'on appelle la lumière polarisée du soleil. Il y a beaucoup d'insectes qui voient cette lumière polarisée. En gros, ça leur permet d'avoir une espèce de quadrillage dans le ciel, qui leur permet de pointer une direction. OK. Mais après, ils se sont rendus compte que quand elle revenait, elle s'arrêtait pile au bon endroit, alors que l'entrée de la fourmilière dans la dune de sable, franchement, c'est pas grand-chose. Donc, vous avez vite fait de la rater. Et donc, ils ont mis des échasses sur certaines fourmis qui dépassaient l'entrée de la fourmilière. Et d'autres, ils ont coupé les pattes et elle s'arrêtait avant. En fait, elle compte ses pas. Alors moi, j'ai reçu Cédric Villani à Bioemexpo, je lui ai dit, la fourmi quand même, médaille Fields. Hein. Bon, il n'a pas réagi. Et alors, ils ont développé un petit robot qui s'appelle le Antbot, qui, alors c'est très expérimental, c'est un petit objet dans leur labo, mais ils bossent avec des groupes automobiles aussi. C'est un système de géolocalisation, mais sans transfert de données satellites, et qui consomme très peu d'énergie. C'est assez rigolo. Mais encore une fois, ça part... Le monde de la recherche est fabuleux. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont bossé 5 ans sur cette fourmi. C'est génial. Et après, il y aura des applications ou pas. Vous savez, on connaît bien la blague de De Gaulle qui disait à l'époque des chercheurs qui trouvent, on en cherche, et des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Moi, j'ai eu mieux il y a quelques années avec un chercheur qui m'a dit « Mais si je savais à l'avance ce que je cherche, je trouverais ce que je sais déjà. » Pas mal. Moi, je suis content parce que je l'ai bien ressorti. Parce que c'est compliqué. J'ai bien aimé. Mais en fait, le système de géolocalisation par GPS que vous avez dans vos voitures, c'est déjà un système bio-inspiré. Ça date des années 70-80. Ça a été développé par un statisticien qui s'appelait Dorigo et qui a développé des algorithmes avec des phéromones artificiels. Et quand vous communiquez à partir de vos systèmes Waze ou autres, vous êtes une petite fourmi dans votre voiture et vous communiquez avec les autres petits camarades. C'est le même principe. Dans les matériaux, si j'ai encore quelques minutes, voilà le beau papillon morpho dont je vous parlais tout à l'heure, avec ces strates de surface. D'abord, c'est sublime. On parlait de se réémerveiller. Franchement, c'est sublime. Et ce qui est intéressant dans ces recherches et dans ces applications en biomimétisme, c'est que la nature est sublime à toutes les échelles. Et parfois, elle est très laide à l'échelle de l'animal. Bon, là, c'est pas le cas, mais j'aurais pu vous montrer une horrible araignée, etc. Mais quand vous regardez une nanostructure de surface, souvent, c'est vraiment bluffant. Et parfois, je vais vous montrer un exemple, vous avez une nature, un organisme marin qui est franchement
qui n'est pas très glamour et qui pourtant peut vous sauver la vie. Là aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire que nous, on est obsédés par le beau, on est obsédés par l'esthétisme, mais parfois, il y a du beau et il y a de l'esthétisme à d'autres échelles et à d'autres niveaux. Dans les matériaux, il y a des choses aussi assez étonnantes. Là, je vous présente un substitut au polystyrène. Polystyrène, produit pétrosourcé à 100%, évidemment pas dégradable. Là, vous avez des expérimentations du côté de Adidas ou du côté de Ikea avec un substitut au polystyrène fait à partir de mycélium. Vous faites pousser du mycélium, qui est la partie végétative du champignon, dans un moule jusqu'à obtenir une certaine densité. Vous démoulez, vous avez un substitut, en termes de propriétés mécaniques, substitut total au polystyrène. Alors là, c'est fait par une boîte américaine qui s'appelle Ecovative, mais on a aussi des Français qui font des choses intéressantes. Là, ce que vous voyez à droite, c'est une autre boîte américaine qui s'appelle MycoWorks. C'est pas du cuir, c'est pareil, c'est du champignon. C'est ce qu'on appelle de l'alter-cuir ou du cuir végétal, si vous voulez. Hermès en a fait un prototype. Alors, c'est pas tout le sac, c'est une partie du sac, mais il y a un an, ça s'appelle le sac Victoria, avec une partie d'alter-cuir issue de champignons. Alors bon, c'est un peu bête, ils ont travaillé avec des Américains qui s'appellent MycoWorks, alors qu'on a deux Français, Fungus Sapiens et Embellium, qui font la même chose. Mais les Américains ont un peu plus de capacité d'échelle, enfin de volume. Ça, c'est un autre exemple dans la partie matériaux chez Airbus, où on s'est inspiré de nos structures osseuses, j'en parlais tout à l'heure à travers l'architecture. Le vivant produit des matériaux, d'abord avec des éléments abondants. C'est logique. Encore une fois, on ne va pas se sourcer avec des choses qui sont rares. Solution de facilité. Je prends ce qui est abondant, et puis j'en prends le moins possible. Imaginez qu'on ait des eaux hyper denses. C'est impossible. D'abord, ce serait crevant à fabriquer, ce serait crevant à porter, c'est impossible. Et donc chez Airbus, ils ont bossé avec une boîte qui s'appelle Autodesk. Je ne sais pas si vous connaissez, mais là, on est dans le monde de l'additive printing. Et ils ont fait du computational design. C'est-à-dire qu'ils ont injecté avec des algorithmes de la matière uniquement là où elle était utile. Et donc ça donne des choses comme ça. Un petit blob au passage. Bon, on n'aura pas vu la petite allégation environnementale, un peu exagérée, mais voilà, ça c'est une approche qui intéresse de plus en plus plein de milieux industriels. Comment est-ce qu'on consomme moins de matière? Donc forcément, moins de matière, c'est moins d'énergie, c'est moins de coûts, etc. Avec ce type d'approche. Là, c'est la tour dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez aussi chez Soletanche-Bachy des gens qui travaillent sur ce qu'on appelle des bactéries calcifiantes pour consolider des ouvrages. Tiens, vous avez plein de bactéries, si vous prenez les stromatolites, les coraux, enfin, vous avez plein de bactéries qui agglomèrent d'une certaine manière des éléments autour pour fabriquer leur habitat. Eh bien, Soletanche-Bachy, ils injectent des bactéries calcifiantes dans des ouvrages béton, ce qui fait qu'en cas d'infiltration, ça se colmate. Et donc ça limite la capacité de la fracture, d'une certaine manière, à se propager. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous prenez un matériau qui, a priori, est assez friable, une coquille d'ormeau, c'est du bicarbonate de calcium, c'est friable comme de la craie. Franchement, ce n'est pas un matériau très résistant, pas très intéressant. Mais l'organisation de la matière le rend résistant. À droite, vous avez l'organisation de la matière, c'est des travaux de Sylvain Deville. C'est solide, pourquoi? Parce que en cas de choc, ou en cas de fissure, la fissure a du mal à se propager. C'est un peu comme si vous aviez une dispute à la maison, vous mettez une pile d'assiettes par terre et vous avez plein de morceaux enchevêtrés les uns dans les autres, on est d'accord? Eh bien, chez McGill, Canada, ils ont micro-fissuré du verre à la façon d'une nacre de coquille d'ormeau, ça l'a rendu 200 fois plus résistant. Pas avec un traitement chimique de coating de surface, etc., mais simplement en réaménageant l'organisation de la matière dans le matériau. Une simple réorganisation mécanique.
Là, vous avez des Américains, encore eux, qui s'appellent Sharklet, mais il y a aussi des Français, je vous en ai cité, hein, qui ont mimé les denticules de la peau de requin pour faire un sticker antibactérien. La peau de requin a une capacité d'anti-adhésion. Aucune bactérie ne vient coloniser la peau de requin. Et bien, ils ont mimé de manière assez grossière, hein, c'est-à-dire, vous voyez, ça ne ressemble pas à des denticules. C'est un peu comme le peigne de l'aile de chouette de tout à l'heure. Mais c'est un sticker avec le pragmatisme américain qui vendent au transport public, aux hôpitaux et aux cliniques américains. C'est antibactérien à 98%. Là, vous avez un matériau qui est probablement le plus prodigieux du règne du vivant, qui est la fibre de soie d'araignée. D'abord, je vous montre pourquoi ça garde une tension permanente. Ça, c'était Arnaud Andkowiak de l'UPMC qui était venu nous expliquer ça sur un BM Expo. Quand vous mettez votre main sur un fil d'araignée et que vous enlevez votre main sans rompre le fil n'est pas lâche. Il garde sa tension. Mais en fait, c'est parce que vous avez des espèces de micro-gouttelettes huileuses, vous avez compris là avec les illustrations, qui fait que quand il s'étire, il se débobine, et quand il se rétracte, il se réembobine autour de cette gouttelette huileuse. Cette gouttelette huileuse, elle a deux fonctions. Elle est là pour scotcher les insectes, et elle est là pour garder cette tension. Parce que l'araignée ne peut pas se permettre, à chaque fois qu'il y a un insecte qui vient scoltiner le truc, d'avoir ensuite une espèce de sac en vrac, c'est pas possible. Il faut garder de la tension. Donc ça inspire, c'est pas encore appliqué, mais ça inspire des gens dans l'industrie pour avoir des fils étirables à tension continue. Mais plus fort, du côté de l'Allemagne, sur les travaux de Thomas Scheibel à l'université de Bayreuth, ils ont créé une start-up qui s'appelle AM-Silk, qui a réussi, première mondiale, il y a 2 ans, à synthétiser la protéine de soie d'araignée. Ils en ont fait une fibre. Aujourd'hui, c'est une fibre qui ressemble à une fibre textile. Et à partir de là, vous avez un matériau prodigieux, biosourcé, biodégradable, antibactérien, que vous pouvez utiliser en médical, qui a une robustesse invraisemblable. Et ça intéresse tout le monde, dans tous les business. Bon, ça, c'est l'effet lotus. Je vous montre juste, vous connaissez l'effet lotus, vous avez tous l'image de la perle, de la bille d'eau qui perle en surface. Je vous montre juste pourquoi et comment ça marche. C'est-à-dire que, en fait, sur la surface de la feuille, c'est pas lisse, c'est comme une planche de fakir. Vous avez plein de petits picots comme ça, de têtes de clous, quoi, d'une certaine manière. Ce qui fait que quand l'eau arrive en surface, elle ne vient pas s'écraser comme une espèce de grand pneu dégonflé, avec une grande surface de frottement, et donc je frotte, je reste. Elle vient juste sur les têtes de clous, ce qui fait que le ballon il reste gonflé à bloc, très peu de surface de frottement, je glisse. Et en glissant, je perle en surface et j'embarque tout ce qui traîne. C'est la technologie bio-inspirée pour faire des surfaces hyper hydrophobes. Mais, c'est pas parce que c'est bio-inspiré que c'est nécessairement vertueux. Le diable est dans le manufacturing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites ça avec du traitement à mercure d'argent et votre coating de surface, il est sympa, mais au bout de 3 semaines, il n'y en a plus. Donc, le biomimétisme ne se suffit pas à lui-même. Il faut coupler ça avec de l'analyse de cycle de vie, avec de l'éco-conception, avec de l'économie circulaire, etc., etc. Il y a la méthode et il y a la capacité de l'appliquer après. Mais souvent, dans le vivant, vous avez ce type de surface. Et c'est bourré de fonctionnalités intéressantes. Et quand vous mimez mécaniquement la surface, et encore une fois, l'enjeu des prochaines années, même si ça a déjà démarré, c'est d'être capable de le faire et de le faire proprement, vous avez les mêmes bénéfices fonctionnels. En agriculture, alors je vais vite là-dessus, mais évidemment, le premier principe de base, c'est de la diversité, et de la protection de l'écosystème par la diversité, donc agroforesterie, permaculture, etc. Maintenant, vous avez d'autres approches, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est une boîte qui s'appelle M2I. Ils ont levé 100 millions d'euros, c'est français, ils ont levé 100 millions d'euros en 2019, une des plus grosses levées de fonds en agro. Comment ils font? Ils s'intéressent à une certaine espèce et à la phéromone que la femelle émet pour attirer le mâle. Donc c'est une phéromone sexuelle, odorante, pour attirer le mâle. Classique. Phéromone, c'est de l'intraspécifique, c'est-à-dire que je communique au sein de la même espèce. Les chéromones, c'est interspécifique. Par exemple, il y a des plantes qui émettent des chéromones pour attirer les pollinisateurs. C'est pas que le pollinisateur qui a l'œil pour retrouver la plante, c'est aussi la plante qui l'attire. D'accord ? Bref, là on est sur des phéromones. Ils ont copié avec une formule biomimétique la phéromone de la femelle insecte qui les intéresse. Ils démultiplient la molécule, ils la concentrent à haute dose dans des petites billes qui vont disperser au-dessus des cultures. Et ça dure 3-4 jours. Ce qui fait que le mâle, quand il arrive sur zone, il sent de la femelle à tous les étages, doit être excité comme une bête. Alors il y en a probablement, mais il y en a peut-être une pour 1 million. Donc il ne la trouve pas. Donc il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de larves qui sont les principaux ravageurs. Il passe son chemin en célibataire endurci. Et comme la signature de la phéromone, elle est ultra spécifique,
C'est comme un code Wi-Fi, hein, une lettre ou un chiffre près, ça ne marche pas, comme vous le savez. Ben, ça ne dérange pas les voisins. Et ça dure que quelques jours. Et c'est complètement bioassimilable, biodégradable, etc. Intéressant. Et c'est un substitut 100% aux pesticides. Il y en a d'autres. Il y en a qui travaillent sur les chéromones. Et vous pouvez être sur de l'attractif ou du répulsif. En tout cas, très intéressant d'étudier le comportement des insectes à travers les odeurs. Encore une fois, l'odeur, c'est une information extrêmement présente dans le vivant. Donc là, c'est Mycophyto dont je parlais tout à l'heure. Eux, ils redéveloppent des souches de champignons mycorhiziens. C'est génial. Je vous ai expliqué tout à l'heure. En termes d'adhésion, on a un peu parlé tout à l'heure. Je voudrais juste vous terminer en 5 minutes. Vous présenter le responsable d'une innovation bio-inspirée que vous avez toutes et tous chez vous, le Velcro. Je vous présente Georges de Mestral, chercheur suisse. On est dans les années 40. Là, il n'a pas besoin d'un microscope électronique pour développer sa curiosité. Il revient d'une promenade en forêt avec son chien. Et il a des fleurs de bardane qui ont accroché le poil de son chien. Et ça l'amuse parce que c'est un chercheur un peu inventeur, ingénieur, etc. Et puis petit à petit, il finit par bosser avec une boîte de textile du côté de Lyon. Et il se dit, bah, dans la famille textile, ce qui se rapproche le plus du poil de mon chien, c'est du velours. Puis de l'autre côté, je vais répliquer le crochet de la fleur de bardane, velours crochet, velcro. Mais du côté de Stanford, des États-Unis, ils ont fait mieux parce que vous avez un autre champion de l'adhésion. J'ai un indice. Et du côté de Stanford, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 ans, ils ont réussi à répliquer, et ça a été une énigme pendant longtemps. En fait, le gecko si vous voulez, il adhère partout. Alors, il y a plein d'insectes qui adhèrent aussi au plafond, au mur, etc. Mais généralement, ils sont très, 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 très légers. Là, c'est petit, un gecko, mais ça pèse quand même quelques dizaines de grammes, et ça tient partout. Et longtemps, on a cru que c'était un phénomène de ventouse ou d'adhésion. En fait, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous connaissez le nom physique, physico-électrique. C'est ce qu'on appelle un effet Van der Waals. C'est une adhésion atomique, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il fait corps avec la matière sur laquelle il adhère. Et les Américains du côté de Stanford, ils ont réussi à répliquer l'effet Van der Waals. Alors, il suffit de créer un angle pour que ça se désadhère. C'est-à-dire qu'en fait, sur la patte de gecko, et je vais vous expliquer pourquoi Ford s'y intéresse, sur la patte de gecko et sur le doigt du gecko, il y a plusieurs milliers de poils au millimètre carré, et chaque poil se subdivise en une centaine, 100 à 120 spatulae. Okay. Et il est capable d'adhérer avec cet effet Van der Waals, et de se désadhérer en faisant un truc que je ne peux pas faire une seule fois en hurlant, c'est en mettant le doigt ici. D'accord ? Et il fait ça tout le temps. C'est pour ça que vous avez vu le ballon de basket ou de volley, je ne sais pas. Vous créez un angle, vous vous désadhérez. Et ça intéresse notamment la NASA pour récupérer des objets dans l'espace, et notamment, là aussi, des débris. Parce que le débris, avant qu'on pense qu'il allait devenir un débris, on n'a pas mis l'autre morceau du scratch dessus. Donc on ne sait pas comment l'attraper, et il voulait un système d'accroche sans dépôt de matière. Et Ford, il s'intéresse depuis quelques années au gecko pour des raisons d'économie circulaire et de revalorisation des matières assemblées dans l'habitacle du véhicule. Ils ont développé ça avec le Biomimicry Institute des collègues américains. Et ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est que dans une voiture ou dans plein de trucs, vous avez souvent un assemblage de cuir, de bois, de textile, de plastique, etc. Et pour ceux qui se souviennent du sketch de Coluche, quand c'est bien collé, après, pour enlever le nœud, c'est pas facile. Bref. C'est très compliqué de désassembler proprement. Et ça crée une perte de valeur en matière d'économie circulaire, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de déchets. Et l'idée là, ils n'y sont pas encore, hein, c'est de pouvoir assembler avec un effet Van der Waals les matériaux et les désassembler le plus proprement possible pour avoir le plus de valeur dans le recyclage des produits, pour en faire de nouvelles ressources pour d'autres industries. Je trouvais que la démarche était intéressante.
Vous avez un film, Mission Impossible, où Tom Cruise, il a des gecko gloves, il a des gants. Je ne sais pas si vous avez vu ça. J'ai fini par enlever l'image, mais parce qu'à chaque fois, je faisais une blague que personne ne comprenait, mais je vais retenter. C'est que, pour ceux qui se souviennent de ce grand film, il est sur une tour, je ne sais pas où, et à un moment donné, il y a un gant qui ne marche plus. Et pourquoi il ne marche plus? Il n'y a plus d'énergie. On n'est quand même pas foutu de faire marcher un truc sans énergie. Le gecko, il n'a pas de pile dans ses doigts. Bon, c'était ça ma blague. Donc ça confirme, ça ne marche pas. Enfin bref. Voilà, je termine avec 2-3 exemples peut-être un peu étonnants. Cette crevette-menthe a des yeux, elle a des beaux yeux d'abord, hein, et elle a des yeux qui sont capables, là c'est un peu plus sérieux, qui sont capables de détecter des tumeurs, des cellules atteintes de tumeurs. Et ça intéresse l'université de Queensland, pour créer une caméra qui va, parce que les cellules saines et les cellules atteintes de tumeurs ne renvoient pas la lumière de la même manière. Et les homatidides des yeux de cette crevette-menthe sont capables de voir ces différences de contraste. Donc on est en train de voir comment créer une caméra qui pourrait voir avec les yeux de cette crevette-menthe, qui a aussi une force de frappe herculéenne, est capable d'exploser les coquillages évidemment sous l'eau, avec des décharges de 2000 newtons. Ça fait qu'un uppercut de cette crevette-menthe pourrait assommer Mike Tyson. C'est quand même pas mal. Là, je ne sais pas si vous connaissez Frank Zal, c'est prodigieux. Vous connaissez ça ici, ces petits monticules de sable à marée basse en Bretagne ou sur les côtes vendéennes de l'Atlantique. Frank Zal est un ancien chercheur du CNRS qui a quitté le CNRS pour devenir entrepreneur et créer Emarina il y a une dizaine d'années. Il s'intéresse toujours au flux d'oxygène dans le flux sanguin, et il avait l'habitude d'étudier des organismes marins dans des milieux hostiles, à très haute profondeur, etc. Et il est breton, et un jour il marche là-dessus. Sauf que lui, il est chercheur. Moi, j'ai marché 1 million de fois là-dessus. Mais lui, il marche là-dessus, il se détend sur la plage, il se dit comment le verre qui est en dessous fait pour respirer à marée basse. On passe un bon moment, et il se trouve que son interrogation, c'est que le verre, il est sorti au Cambrien, il y a 400 millions d'années, et il est resté là, dans l'estran, dans cette zone intertidale. Il se trouve que c'est la marée haute qui lui apporte son oxygène. Et ensuite, pendant 6 heures, il est en apnée. Donc à marée haute, il fait plein d'oxygène, ensuite il attend. Donc ça l'a intrigué, le chercheur. Âme d'enfant, curiosité, etc. Comment ça marche? Comme disait Michel Chevalet. Non, j'aime bien parce que j'ai des blagues générationnelles maintenant. Et bref, je fais court, pardon, je me disperse. Merci. Il se trouve que cette hémoglobine de ver marin est exceptionnelle, et Frank Zal, c'est vraiment très sérieux. Lui, il a une mission, c'est de sauver des vies. Et il a découvert une hémoglobine universelle transfusable à l'homme, parce que cette hémoglobine de ver marin, elle a 3 particularités essentielles. Elle séquestre 40 fois plus de molécules d'oxygène que notre hémoglobine à nous. Il fait le plein, il attend. Elle est super oxygénée. Deuxièmement, c'est une molécule d'hémoglobine dite extracellulaire, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas comme nous, encapsulée dans des globules rouges. Et c'est le globule rouge qui type vos résus et les miens aussi. Et donc cette hémoglobine extracellulaire, extraglobule rouge, elle est universelle. Nous, notre hémoglobine, on a la même hémoglobine. C'est simplement, comme elle n'est pas logée dans les mêmes globules rouges, on n'a pas le même résus. Donc elle est super oxygénée, elle est universelle, transfusable à l'homme, et vous pouvez la réduire en poudre et la prolonger, la compléter avec de l'eau pharmaceutique. Vous avez une poche de transfusion pour sauver n'importe quel résus, là où vous n'avez pas le matériel frigorifique. Le sang humain, c'est 42 jours, 4 degrés. Et donc ça y est, c'est parti. Après un combat, je ne vous raconte pas, parce que faire du disruptif dans le médical, c'est quelque chose. Mais il travaille déjà là-dessus, avec le professeur Lantieri à Lyon, par exemple, sur des greffes de peau de grands brûlés. Il fait des opérations exceptionnelles, il est extrêmement émouvant. Et avec son produit Hemo2Life, il peut prolonger de quelques heures la durée de vie du greffon en attente de greffe. Vous savez que c'est toujours une course contre la montre. Et le greffon en attente de greffe, il est comme le ver marin à marée basse. C'est nous l'apport d'oxygène, c'est nous la marée haute. Et donc il faut le garder, et il prolonge de quelques heures, grâce à ça. Là, vous avez Titium. Alors Franck, il a levé 40 millions. Titium, ils ont levé 80 millions. C'est de la colle chirurgicale inspirée des gastéropodes, terrestres ou marins. C'est une espèce de
je sais pas, de prépolymère que le chirurgien applique à l'état un peu pâteux sur les tissus mous. Si vous prenez du byssus de moule, c'est capable d'adhérer en milieu aqueux avec de la houle sur un truc qui est même pas... Nous, on pour avoir un truc qui colle avec de la superglue, on frotte comme des gros malades et ça marche même pas toujours. Là, la moule, elle est capable d'adhérer sur un truc qui est même pas lisse, alors qu'il y a de la houle et en milieu aqueux. Eh bien, ils sont inspirés de ça pour développer une colle chirurgicale que le chirurgien applique sur les tissus mous et humides en chirurgie. Ensuite, ils font changer le polymère de statut avec un flash lumineux, comme ça arrive souvent. Et ça se durcit, ça crée une suture sans suture. Hop là. Voilà, je termine vraiment. Voilà mon petit ours brun de tout à l'heure. Alors là, c'est pour la blague de Thomas Pesquet, parce que Thomas Pesquet, vous voyez, comme il est minable, quand il revient, il ne sait même plus marcher. Et l'ondulation marine, alors je vous ai parlé tout à l'heure de 3 applications. Ça, c'est juste pour que vous visualisiez. Vous imaginez un espèce de vieux 45 tours, mais sur une membrane ondulante, comme ça, un peu plus souple qu'un vieux 45 tours vinyle. Vous la faites onduler à la périphérie en la pinçant et en la faisant onduler de haut en bas. Vous créez cette vaguelette. Quand vous immergez ça dans un liquide, vous propulsez le liquide avec à peu près 30% de puissance en plus à iso-énergie de départ. Bien ça donne la pompe cardiaque CoreWave dont j'ai parlé tout à l'heure, avec la membrane, cette fois-ci blanche, avec une pompe cardiaque qui prend moins de place, qui a plus d'autonomie énergétique, qui répond mieux aux attentes, aux besoins du patient. J'ai découvert un truc fou en discutant avec eux il n'y a pas longtemps, c'est que les gens qui ont aujourd'hui des pompes artificielles n'ont plus de pouls. Parce que c'est en continu. Là, ils recréent ce qu'on appelle de la pulsatilité. Mais vous pouvez aussi avoir le moteur hors-bord Phoenix. C'est un 5 chevaux aujourd'hui, enfin plutôt 2,5. Mais ils sont en train de travailler sur un 150 chevaux. Avec une autre techno, mais toujours d'ondulation. Ils sont accompagnés par Loïc Perron. Bon, pas le Prince Albert, mais par Loïc Perron. Pour naviguer, c'est mieux. Bon, vous avez compris le principe. Allez, je termine vraiment. Ça, c'est le même principe en ondulation. Ça, c'est les colonnes de ventilation façon termitière pour éviter la clim. Là, on est à Nianing au Sénégal, l'architecte Nicolas Vernutello, In situ architecture. D'abord, c'est beau. Et ensuite, là, on est au Zimbabwe, c'est de la belle termitière. Hein. On n'est pas dans le Maine-et-Loire, là. Et la température est constante à l'intérieur de la termitière, parce que la termite utilise un champignon pour prédigérer les végétaux dont elle se nourrit. Ce champignon, à 25 degrés et plus, il meurt. Donc il faut une température constante alors qu'il fait 50 dehors. Bah, cette termite, elle a développé, qui lui a dit, c'est là où ça devient énigmatique, ou spirituel, ou philosophique, mais elle a créé des cheminées de ventilation. Et ça, c'est intéressant en architecture, par exemple. Et puis pour terminer sur le régénératif, alors il y a évidemment du régénératif, comme on l'a vu dans le film, en recréant des conditions naturelles favorables, etc. Mais parfois, on peut avoir des artefacts intéressants. Là, c'est une start-up qui s'appelle Seaboost, qui est basée à Montpellier, qui fait des récifs artificiels de recolonisation de biodiversité marine. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche. En fait, on a installé nos ports là où la biodiversité marine avait aussi pris sa place. En fait, la biodiversité marine, quand elle s'est installée, elle ne s'est pas mise au bout du cap, là où il y a de la houle et des courants forts. Elle s'est mise peinard dans les anses, à l'abri. Et donc, quand nous, on est arrivés à installer nos ports, ben, on a pris la place. Et donc, quand vous détruisez l'habitat, vous détruisez la vie. C'est pareil dans les milieux terrestres, hein. La déforestation, le Covid, etc. Bref, destruction de l'habitat sauvage. Ce qui est intéressant, là, on est dans la calanque de Cortiou à Marseille, c'est que quand vous remimez des récifs artificiels qui copient les infractuosités, les volumes, etc., des espèces locales, toujours adaptées à son milieu local, hein, eh bien, en quelques mois, en quelques années, votre espace est recolonisé. C'est ça qui est intéressant sur les enjeux biodiv par rapport aux enjeux climat, c'est que, d'abord, biodiv et climat, même combat, mais pas tout à fait de même nature, c'est-à-dire que moi j'ai tendance à considérer que la biodiversité est une solution au problème climat. Pourquoi est-ce qu'on a un problème d'excès de carbone ? Le carbone qu'on a dans l'air, il ne vient pas de la planète Mars. C'est simplement un carbone qu'on a trop extrait et qu'on n'arrive plus à réintégrer. Pourquoi ? Parce que 6e extinction. Moins on a de vie, plus on a du carbone volatile. Et donc l'urgence, si on veut décarboner l'atmosphère, c'est de recarboner la Terre.
Donc les approches régénératives, c'est des armes de décarbonation massive. On en reparlera. Ok. Voilà, et puis tout ça pour dire que, oui, alors ça c'est aussi une autre échelle, ce qu'on appelle les sponge cities. Alors ça c'est quand même malheureusement d'actualité. Pourquoi est-ce qu'on a... Alors vous savez qu'avec les dérèglements climatiques, on a des zones, des épisodes de crues et d'inondations qui vont aussi être de plus en plus fréquents et de grande ampleur. CF, Emma Aziza, hydrologue par exemple. Et on a créé des espaces, notamment urbains, mais en fait on est en train de se rendre compte que des espaces ruraux, c'est pareil. Plus vous avez une terre travaillée, plus elle est hermétique d'une certaine manière. Mais notamment les villes, ça c'est plus facile à comprendre. Donc il y a un mouvement mondial qui consiste à essayer de rendre les villes plus spongieuses, moins hermétiques. On a sorti l'eau des villes au XVIIIe siècle parce que l'eau véhiculait des pandémies. Donc on a caché l'eau dans des tuyaux, on a mis ça sous les rues et on a sorti l'eau des villes. Et en fait, ça rend les villes d'aujourd'hui fragiles. Et donc on recrée des cycles locaux, verticaux de l'eau dans les villes à différentes échelles. Et donc tout ça pour dire que j'avais lâché ça sur un plateau d'Europe 1 il y a quelques années, parce que je racontais tout ça et la journaliste avait résumé en disant « Ah mais c'est formidable, donc l'homme va pouvoir sauver la planète ». Je lui ai dit « Arrêtez avec ça. Ça a démarré il y a 3,8 milliards d'années, on ne va rien sauver du tout et ça va se porter beaucoup mieux sans nous. La question, ce n'est pas de sauver la planète, c'est évidemment la planète qui va sauver l'homme. C'est évidemment tout ça qui va nous sauver. Ce n'est pas encore une fois nous qui nous mettons dans une posture de maître ou de je ne sais quoi. Évidemment, on est très modeste face à ça, et on voit comment tout ça peut nous aider, nous. C'est pour ça que la biodiversité, c'est l'assurance vie de l'humanité. Encore une fois, on va dégrader beaucoup les choses. Mais 1% de ce qui vit aujourd'hui... Qu'est-ce que c'était déjà? Bref. Bon, tout ça va continuer, avec ou sans nous. Et donc le BioMimWay, pour terminer, c'est soyez des capteurs du monde. Ce bombix du mûrier est capable de détecter une phéromone femelle dans un rayon de 10 km. Une molécule. Le vivant, il est ultra vigilant, ultra attentif. Je dis souvent dans les boîtes, faites de vos collaborateurs des poils sensoriels, des bombix hyper réactifs à leur environnement, avec des boucles de décision locales. Le grillon, il a des poils sensoriels sur ses pattes, et quand il détecte un filet d'air qu'il interprète comme l'arrivée d'un prédateur, il y a une boucle neuronale de décision qui active le muscle de la patte. Ça ne revient pas au cerveau, au bord de l'insecte. Jean-Pierre, on pourrait en reparler le mois prochain. Non. On y va tout de suite. Travailler en intelligence collective, ça fait que ça, le vivant. Être en hyper-adaptabilité continue, et c'est pas grave. Ça s'appelle la vie, c'est aussi simple que ça. Évidemment, travailler en circuit court, avec son territoire de proximité, avec ses collègues. De temps en temps, on oublie qu'il y a des talents autour de soi. Bon, ça, c'est le petit clin d'œil au blob. Je ne vais pas ouvrir là-dessus. Je vous renvoie à Audrey Dussutour. C'est la meilleure. Et puis, évidemment, travailler en bénéfice mutuel avec ses collègues, avec son territoire. Voilà, donc évidemment, la nature, c'est notre meilleur modèle, c'est notre championne. On est en train de... J'avais lancé une idée pour les JO de Paris, et qui prend, et donc on va le faire. J'avais dit, mais... et si on invitait une nation supplémentaire au JO, qui est la nation du vivant, avec sa délégation d'athlètes de la biodiversité. Vous imaginez le bateau sur la Seine à la cérémonie d'ouverture, avec les petites bestioles, là, et qu'on mette sur la même ligne de départ les athlètes humains et les athlètes de la biodive. C'est qui le champion? Usain Bolt, 9,58 au 100 mètres. Dans le couloir d'à côté, vous mettez un guépard, 3 secondes. Mais vous mettez une cicindelle. C'est un petit coléoptère, vert, magnifique. Probablement le coléoptère le plus rapide de la planète. Ce coléoptère court à 120 fois la longueur de son corps à la seconde. Alors évidemment, vous mettez la petite bête sur la ligne de départ, il ne va pas battre Usain Bolt. Mais si Usain Bolt, avec son 1,95 m, courait proportionnellement comme une cicindelle, il ferait du 234 mètres secondes, il le fait en 0,43 le 100 mètres. Le 100 mètres nage libre, après je termine, je vous libère. Le 100 mètres nage libre, alors c'est Popovici, c'est pas Michael Phelps avec ses 28 médailles. Le 100 mètres nage libre, crawl, record humain, 46 secondes. Vous lâchez un espadon voilier dans la ligne d'eau d'à côté. 3,27. Ok ? Et donc finalement, on va la lancer, cette expo, Nature championne et inspirante.
On va l'installer pendant BIM Expo les 11 et 12 juin au Parc Floral. Et cette expo, maintenant, parce que l'ADEME, le ministère des Sports et tout ça m'a suivi sur cette idée un peu rigolote, elle va être disponible pour qui veut, pour l'installer, pour faire une opération biodive. Les Jeux de Paris sont plutôt sérieux sur le carbone, mais ils ne parlent pas de biodive. Et finalement, quand on y réfléchit 2 secondes, les JO, c'est quand même très, très anthropocentré, cette histoire. Voilà, donc ça donne ce genre de choses. Et ça, c'est juste le petit coup de pub pour dire, si tout ça vous a intéressé, on peut se retrouver un peu plus tard pour en parler. Je vous remercie beaucoup.